Chers amis, bonjour. La chronique que je vais vous lire aujourd'hui, c'est une chronique qui fait suite à un article que j'avais fait sur mon site internet qui s'intitulait «Le diable s'habille en Elon Musk». Visiblement, Elon Musk n'est pas son seul déguisement, je parle du diable. Le diable est un caméléon, tout le monde sait ça. Selon le titre d'un roman de Régine Desforges, le diable en rit encore, de toutes les façons possibles et imaginables. C'est terrible pour une entité qui aime à ce point se déguiser d'observer à quel point tant de personnages toujours autour du pouvoir sont ainsi devenus de véritables pourvoyeurs de costumes pour le diable. Il n'y a que l'embarras du choix. D'autant plus qu'il y a Halloween qui est au mois de novembre, je crois, hein, que j'ai toujours détesté d'ailleurs. Dans mon ouvrage à paraître GAFAM, crevettes et pêche à pied, en divers paragraphes, j'évoque déjà le fait que par le manque juridique, hélas constaté encore, le diable s'exprime de la façon la plus aisée qui soit, et bien au-delà de ce que jamais on ne l'aurait suspecté. L'un des aspects les plus pervers réside non pas dans la facilité de se répandre ou de répandre au service du pire ce qu'il y a de plus toxique uniquement, mais aussi dans ce qu'on appelle le racket. Dans la version grand banditisme, des hackers aujourd'hui poussent le bouchon jusqu'à infiltrer les ordinateurs des plus grands hôpitaux en Occident avec rétablissement des systèmes contre rançon. Je ne sais pas du tout où ça en est sur le sujet. Généralement, ils ne payent pas de toute façon. Ces piratages relèvent de la grande délinquance internationale et font l'objet de toute l'attention nécessaire de la part des différents gouvernements occidentaux ainsi que de l'Europe, et ça n'est pas environ Christian Breton que les choses risquent de changer. Mais il est une autre manifestation aussi dissimulée de la part de la quasi-totalité des GAFAM qui réside dans un racket beaucoup plus sournois et qui s'applique aux moindres consommateurs que nous sommes de toutes les façons possibles et imaginables. Dès lors que la moindre de nos activités se trouve induite par l'informatique et donc à distance, nous sommes pieds et poings liés et à la moindre difficulté financière, l'entreprise en question se considère comme parfaitement légitime pour bloquer tout processus de fonctionnement, et ceci bien au-delà de ce que vous soupçonnez. Ainsi, j'en ai fait hélas ces mois derniers la bien triste expérience, et vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Pour l'anecdote, Easyvia avait simplement bloqué la recharge de ma voiture à mon domicile pour un impayé de quelques dizaines d'euros. Ça laisse songeur quand même, non? Le fait que la totalité des sphères de nos sociétés soient dépendantes ainsi de l'informatique revêt un risque des plus importants, risque que j'ai dénoncé depuis le début de la suprématie d'Internet. Continuons au sujet de la voiture électrique. On aimerait nous faire croire que le tout électrique serait profitable au plus petit budget. J'étais personnellement un petit budget et je me suis franchement mordu les doigts à une époque d'avoir ainsi misé tout sur l'électrique. Ça n'est pas le type d'énergie que je conteste, mais bien uniquement la dépendance à l'informatique qu'elle induit. Imaginons, je serais interdite bancaire. Je souhaiterais faire un déplacement un peu plus important qu'aller faire mes courses, et à ce titre, j'ai un besoin impératif de recharger ma voiture en cours de route. Si votre carte bancaire est bloquée, vous ne pouvez l'utiliser pour recharger votre voiture. Si votre portable est en rade, perdu ou volé, même topo. Donc, vous êtes assigné à résidence. Oui, j'ai bien dit assigné à résidence. Parce que pour financer la moindre recharge de votre batterie, y compris le plus modestement du monde, pour faire 10 bornes et rejoindre votre lieu de destination ou être dépanné, nulle part et en aucune manière, vous ne pouvez le faire en liquide. J'avais bien imaginé il y a quelque temps, pour faire face au manque de bornes sur le territoire, ce qui paraît-il est en train de s'améliorer, que les particuliers qui souhaitent mettre à disposition pour être dépannés leurs bornes personnelles à leur domicile, nous puissions ainsi être dépannés. Cette idée a fait son chemin, c'est désormais possible, et donc il semblerait que ça fonctionne, je suppose. Mais là encore, vous payez votre charge sur votre portable en amont, avec vos données bancaires. Donc si votre carte bancaire est bloquée pour cause d'impayé, eh bien ça ne fonctionne pas. Alors on me dira que ceux qui roulent à l'essence ou au diesel sont aussi confrontés à la carte bancaire qui est bloquée sans pouvoir faire le plein. Et non, parce que d'une part, il existe encore, quoique rarement, des pompes à essence avec du personnel et qui donc peut encaisser l'argent liquide et vous servir. Même les hypermarchés s'y sont mis et mettent à disposition des usagers, enfin pas tous, mais
Un système où vous pouvez glisser un billet de 10 euros ou de 20 euros pour avoir un ticket avec un code et vous pouvez alors vous servir à la pompe comme si vous disposiez d'une carte bancaire. Je ne suis pas certaine d'autre part que tous les supermarchés, hypermarchés aient cette délicatesse. Mais pour l'électrique, en tout cas, c'est niet, hein. Rien, absolument rien n'est prévu. D'autre part, si vous roulez à l'essence et que le temps n'est pas de la partie, canicule ou à l'inverse, froid intense ou grosse pluie, vous ne bénéficiez d'aucun abri, tout est à l'air libre. Si vous roulez à l'électrique et que pour une raison ou pour une autre, le système avec votre carte bancaire ou votre portable ne fonctionne pas, c'est-à-dire une fois sur deux ou 8 fois sur 10 si vous êtes loin de chez vous, eh bien, aucun abri, nulle part, n'est prévu. Petit aparté. Je me suis retrouvée coincée pas si loin que ça, à 50 km d'ici, hein. Je me suis retrouvée sous la pluie battante, devant une recharge électrique qui était censée fonctionner, et qui évidemment ne fonctionnait pas. J'étais sous la pluie battante. Ça a duré une demi-heure. J'ai fini par être dépannée quand même. Une demi-heure sous la pluie battante. Voilà. Donc vous tenez le parapluie comme ça, puis parce qu'évidemment ça capte pas. Donc, vous êtes obligé de sortir de la voiture. Enfin, glissons. Il m'est déjà arrivé ainsi d'avoir à recharger ma voiture une autre fois, éloignée de chez moi, alors qu'il faisait 38 degrés en extérieur. De me retrouver en grosse difficulté, impossible de recharger, pour finir par appeler le numéro d'urgence sur la borne, au bout d'une demi-heure d'énervement, après avoir eu les pires difficultés à obtenir le Graal avec mon portable pour ne pas y parvenir, pour ne pas y être parvenu. Si vous roulez à l'essence, dans les galères que nous rencontrons, au pire, quelqu'un peut vous dépanner en vous apportant un petit jerrycan d'essence. Si vous êtes en panne de charge avec votre voiture électrique, c'est assez simple. Le seul recours, ça m'est déjà arrivé 2 fois, c'est la dépanneuse et l'assurance qui doit payer. Et si ça fonctionne jusque-là, j'ai des doutes sur le fait qu'ils consentent ainsi à résoudre le problème ad vitam aeternam, et c'est sans compter sur le fait que vous ne récupérerez votre voiture qu'au bout de 2 jours minimum. Moi, en tout cas, c'est ce qui m'était arrivé. Les 2 fois. Quelle solution alors? L'hybride et de préférence non rechargeable. Il semble que ça fonctionne très bien. Ceux qui en ont en tout cas en sont ravis. Sur les grandes distances, l'essence est pour la ville et la campagne, je veux dire hors autoroute et agglomération, les ralentissements, freinages et accélérations fabriquent l'électricité. On peut même se permettre de voyager beaucoup plus loin sans du tout utiliser, de toute façon c'est ce qu'ils font en général, c'est qu'ils n'utilisent pas du tout l'essence, ou très peu. Tout simplement, si vous prenez les itinéraires bis et que vous ne prenez pas les grands axes, du coup l'électrique peut très bien fonctionner comme ça. Alors quand on voit le prix des autoroutes, alors ça va un peu avec le slow, le mouvement slow en fait, hein, philosophiquement on va dire, et moi je cautionne parfaitement, hein. Il semble que ce soit actuellement la motorisation qui combine le plus d'avantages et qui présente surtout celui qui est énorme pour le consommateur à mes yeux, de ne plus se sentir la proie de financiers liés à l'énergie qui décident, comme bon leur semble, de vous piquer votre oseille selon les desiderata des émirs du pétrole et du gouvernement selon l'orientation qui leur sied à eux. Mais revenons aux raquettes sur Internet. Il est une forme de raquette dont personne jamais ne parle. Il s'agit de celui qui est pratiqué chaque jour par l'ensemble des GAFAM. J'ai déjà abordé celui pratiqué par Google au sujet de l'espace de stockage, mais il est bien loin d'être le seul. Microsoft, avec ses logiciels de traitement de texte, n'est pas en reste, mais bien pire. Pour commencer, on vous l'impose au départ quand vous achetez votre ordinateur. Ils sont donc en position de monopole absolu. J'ai personnellement, par leur système, un travail important qui est bloqué sur mon ordinateur. Impossible de pouvoir ouvrir quoi que ce soit pour en disposer. J'ai consulté leur aide et ai même réussi à avoir un technicien par le chat qui m'a expliqué que cela, au téléphone plus précisément, qui m'a expliqué que cela venait du fait que je fonctionnais avec une version de traitement de texte trop ancienne. Donc l'actualisation ne se fait pas. Avec un ami ces derniers jours, il est apparu en cherchant sur Internet qu'il existe une multitude d'usagers qui sont dans la même galère que moi, à savoir qu'ils ont utilisé Microsoft et que par le système de OneDrive, tout est bloqué et ils n'ont plus accès à aucun de leurs documents. Ce que je trouve quand même extrêmement grave. Ceci pour quelle raison? Pour vous obliger à payer, à prendre un nouvel abonnement, ce qui, soit dit en passant, en aucune façon ne vous garantit d'autre part que vous puissiez récupérer votre travail.
Considérant le fait que Microsoft nous soit imposé dès l'achat de votre ordinateur, vous imposez ensuite que vous deviez payer pour l'utiliser, nous observons alors ce qu'on appelle directement du racket, exactement comme le font encore les mafias. Alors certains vous diront, mais il y a d'autres logiciels comme LibreOffice. Oui, oui, effectivement. Alors il y a quelques années, pour la petite histoire, comme j'étais déjà emmerdée avec ça, j'avais utilisé LibreOffice. Et le problème, c'est qu'une fois stocké sur mon ordinateur, j'avais des difficultés pour transmettre mon travail quand je voulais l'envoyer à quelqu'un. Donc du coup, j'étais revenue sur Word, évidemment. Donc là, j'ai toujours le même emmerdement. J'ai pris un abonnement, alors là, on ne m'y reprendra pas deux fois, j'ai pris un abonnement Microsoft aussi pour les obliger à m'aider à récupérer mon travail, dont celui, comme c'est étrange, sur les GAFAM. Je parle de mon livre à paraître, GAFAM, crevettes et pêche à pied. Il y a quelques semaines, je repars à l'attaque pour leur demander de l'aide pour résoudre mon problème. Donc j'avais pris l'abonnement. Ils me rappellent et m'expliquent que c'est mon ordinateur qui a la mémoire saturée et que mon problème viendrait de là. Ok, ok, bon. Au revoir madame, je vais faire ce qu'il faut. Je devrais y parvenir seule, peut-être. En quête de satisfaction, pensez donc, comme d'habitude, ce que personnellement je ne fais plus. Je ne le fais plus que quand la personne qui m'a dépanné ou qui a travaillé pour moi me dit si jamais vous répondez pas OK, moi je suis vraiment dans la merde. Je trouve ça dégueulasse. Au niveau du droit du travail, c'est quelque chose de dégueulasse. Dégueulasse, dégueulasse, dégueulasse. Voilà. Fermez la parenthèse. Je vais fouiller dans les paramètres et là, que vois-je? Que mon stockage est bien loin d'être saturé et que donc leur affirmation est fausse et mensongère. Comme toujours en pareil cas, je fais une capture d'écran. Capture d'écran qui devrait être apprise à la base. À la base, dans toutes les écoles, on doit apprendre aux enfants, aux adolescents, dès qu'ils ont un portable et un ordinateur devant le nez, on doit leur apprendre à faire une capture d'écran et à l'enregistrer. Toujours, toujours, toujours. Quel que soit le problème rencontré, apprendre à maîtriser la capture d'écran. Ce matin, mon problème reste entier. Microsoft garde en otage la totalité de mon travail sur OneDrive alors que je paye un abonnement et que donc ils sont censés me dépanner pour déverrouiller l'ensemble de ce blocage dont je vous rappelle GAFAM, crevettes et pêche à pied. Ce matin, je repars à l'attaque.